La team, avec quoi Justin? Nous allons ici écouter le panafricanisme version PPACI, ce que le PPACI pense du panafricanisme. Mais avant ça, je tiens ici à vous dire que nous, personnellement, c'est à cause de ce panafricanisme-là que nous faisons nos vidéos. Nous aspirons un jour de voir l'Afrique réunie. Une Afrique entière qui est vraiment réunie. Parce que nous savons et nous avons la conviction que si nous en Afrique, nous arrivons un jour à nous réunir, aucune nation sur cette terre ne pourra nous faire quoi que ce soit. Mais nous savons aussi que ceux qui ont divisé nos pays et nous imposant des frontières l'ont fait en sachant que ça va arranger beaucoup de personnes. Est-ce que vous voyez ceux qui nous dirigent aujourd'hui à accepter cela? Et pourtant, à côté, nous avons un brin de l'espoir entre le Mali, entre le Niger et entre le Burkina Faso. Nous avons un brin de l'espoir, juste avec l'accord de sécurité que les trois pays ont fait, qui signifie que ces trois armées pourront déjà se déployer ensemble sur les mêmes fronts de guerre pour défendre les trois patries. Cela forme déjà un front qui avoisine au moins 70 millions d'habitants. Et c'est déjà à féliciter et à acclamer. Nous appelons à plus d'intégration à ce genre d'accord, car c'est ce qui peut un jour nous permettre d'avoir une véritable union africaine. Parce que l'Union africaine ne doit pas être l'union ou bien un conglomérat de dictateurs qui se mettent ensemble pour mieux dominer le peuple et museler le peuple. Parce que s'il fallait croire à l'Union africaine actuelle, Alassane Dramane Ouattara n'allait pas empêcher le président Laurent Gbagbo d'être inscrit dans les listes électorales. S'il fallait croire aujourd'hui à l'Union africaine, Guillaume Soro serait en Côte d'Ivoire et dans la liste électorale. S'il fallait croire à l'Union africaine, Charles Blé Goudé serait dans les listes électorales. S'il fallait croire à l'Union africaine, toutes les élections truquées en Afrique auraient été sanctionnées de la meilleure des manières. En 2018, nous avons eu des opposants au Cameroun qui décriaient une élection trichée et l'Union africaine n'a absolument rien fait. Ce qu'elle s'est fait, c'est condamner les coups d'État contre des présidents qui ne sont même pas légitimes. Ce qu'elle aime faire aussi et qu'elle sait bien faire, c'est condamner les opposants qui souvent ont gagné des élections et qui ont des preuves, mais elles-mêmes préfèrent se mettre du côté de leurs complices. Ce genre d'Union africaine, nous ne voulons plus. C'est pourquoi ce que quoi Justin va dire ici nous intéresse. Nous intéresse d'autant plus que nous savons que le PPACI, c'est le Parti des peuples africains, version Côte d'Ivoire, et que nous savons que le président Laurent Gbagbo s'est toujours battu pour une Afrique libre. Et qu'à un moment donné, il avait même cette envie de créer la monnaie unique de la Côte d'Ivoire. Il a travaillé avec Muammar Kadhafi, avec M. Paul Biya, sur la création d'une banque africaine et qui nous permettrait donc de ne plus partir faire des prêts à l'international, mais avoir tous nos prêts ici en Afrique. Ceci a été tué dans l'œuf. Et nous avons vu la mort de Muammar Kadhafi, l'arrestation de Laurent Gbagbo. Seul M. Paul Biya a été libre. La team, écoutons cette vidéo de quoi Justin qui nous parle du panafricanisme. Au secrétaire général du parti, le commandant Damanda Cash, qui a pris son temps pour assister à ces assises, à notre excellence Oumbaka, merci d'être là, et à bien d'autres, à la combattante introduite par les plus chéris, merci d'être là. C'est Gaspard Oudoura, député PPACI. Député PPACI, c'est un député, député de Dormabo. Merci d'être là et merci à tous. Ouais, papa, merci d'être là. Merci à vous tous. On m'a dit de travailler sur le thème quelle modalité d'action pour la jeunesse panafricaine. Quand mon frère, mon ami et frère Raoul m'a communiqué ce thème, j'ai cherché à savoir où se trouvait la jeunesse africaine, la jeunesse panafricaine. Pour définir une nouvelle d'action, il faut trouver où se trouve cette jeunesse panafricaine pour qu'elle puisse se mettre en exergue ou en action tout ce qu'on aura arrêté comme modalité. Je n'en voyais pas, je n'en trouvais pas, et puis l'équipe, comme nous sommes les assises, on va aller faire cet exercice. Mais je rappelle que Raoul est professeur à l'université. Et quand on était en maîtrise, jusqu'au doctorat, il a travaillé sur Kouma. C'était notre ami qui travaillait sur Kouma et qui nous faisait aider Kouma. Donc par lui, on allait connaître un peu Yoruba, un peu
Sankara, Jules Nyerere, bien d'autres. C'est par lui que nous nous sommes donnés à connaître ces grands noms. Gbagbo et Addo, quel qu'ils soient, subissent les mêmes choses, a dit notre ami. Je voudrais relever cet équivoque-là, parce que très souvent, les intellectuels n'ont pas toutes les réalités à l'intérieur de nos pays. Et donc, on fait de l'intellectualisme en ignorant les données, les éléments politiques qui caractérisent chaque État. Ici, à la Sainte-Ouattara, elle est un pion. Il est pianiste. Il est au service d'un système pour désagréger nos États, nos républiques, pour que ces États et ces républiques soient à la disposition d'un système impérialiste. Ce qui n'est pas le cas de notre pays. Dans sa philosophie, il doit travailler à l'avènement d'une société souveraine au service d'un peuple souverain. Un peuple qui décide de lui-même, pour lui-même et par lui-même, sans se référer à quelque puissance, quelle que soit, et d'où qu'elle se trouve. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi le président Gbagbo a dit: je ne suis pas un sous-préfet français. Je suis un président élu par les Ivoiriens au service des Ivoiriens. À la Sainte-Ouattara, c'est un sous-préfet au service des impérialistes français et autres dans le monde. Je voudrais dire ça parce qu'ils n'ont pas les mêmes trajectoires, ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail, ils n'ont pas la même philosophie, ils n'ont pas la même théorie politique. Là où Gbagbo parle de panafricanisme, Alassane parle de colonialisme. D'une autre forme. Vous voyez les élections qui sont passées ici récemment, il y a eu des élections en face de suivi en tant qu'intellectuel. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour aller à des élections. En retour, on a assisté à une mascarade électorale. Un système voulait étendre son hégémonie sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Ils ont procédé par la fraude, par la tricherie et à la perfection. Ils ont triché dans toutes les régions et dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, à la perfection. On aura d'autres occasions pour dire en détail comment ils procèdent pour tricher, mais le système de la Sainte-Ouattara ne peut rien produire d'autre que par la faute, que par la tricherie. Alors, Gbagbo, il travaille à construire une société de transparence, d'équité, là où la loi et le peuple sont rois. Je voudrais faire cette précision et puis vous dire merci pour les lumières que vous avez apportées. Parce qu'en tant qu'intellectuel, vous avez fait votre thèse sur le panafricanisme. Vous avez donné quelques bons éléments qui nous ont permis et qui nous permettent de comprendre. Le panafricanisme lui-même, selon certaines théories, serait né au XIXe siècle. Il a dit que depuis le XVe siècle, il y avait une conscience panafricaniste. C'est juste. À la première conférence panafricaine, en 1900, a été évoqué le panafricanisme, avec des noms qu'il a cités, les Sylvains et autres, qui ont fait de cela un combat. Un combat d'abord contre les esclavagistes, parce qu'en Haïti, comme je l'ai déjà montré tout à l'heure, il y avait le commerce des esclaves, et les gens ont pris conscience et se sont mis au combat. Et puis après, d'autres vont s'organiser encore contre le colonialisme, et puis après, d'autres encore comme le Kouma vont venir encore pour porter la voix. Aujourd'hui, en Afrique, le porteur, le visage, le nom de ce combat, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Il a besoin d'être soutenu par les intellectuels africains. Il a besoin d'être soutenu par toutes les communautés africaines. Le panafricanisme se donne pour objectif de renforcer l'unité et la solidarité des États africains. L'unité et la solidarité des États africains. De défendre leur souveraineté et d'éliminer sous toutes ces formes le colonialisme, sous toutes ces formes. Et enfin de favoriser la coopération internationale.
Pourquoi défendre sous toutes ces formes et une autre forme de colonialisme? Parce que, selon des grands penseurs et des grands acteurs de la Révolution, comme Robespierre, Mirabeau, Jean-Paul Marat ou Lebonnet, pour eux, la liberté, la prospérité, la démocratie sont liées à notre souveraineté. Tant que nous ne sommes pas souverains, on ne peut pas prétendre à la liberté. Tant que nous ne sommes pas souverains, on ne peut pas prétendre à la prospérité. Tant que nous ne sommes pas souverains, on ne peut pas prétendre à la démocratie. Et le commencement du combat, c'est la souveraineté. Il faut engager le combat pour la souveraineté de nos États. Il faut engager le combat pour la souveraineté des États africains. Pour que l'ensemble des États africains, mutualisant leurs énergies et leurs forces, puissent se mettre ensemble pour à l'intérieur faire le bonheur de leur peuple et que leurs ressources soient au service et dans l'intérêt de leur peuple et non au service et dans l'intérêt de l'extérieur. Voici le combat qu'il faut mener, la souveraineté. Et c'est pour ce combat-là. Bien des directeurs ne comprennent pas. C'est pour ce combat-là que la résidence du président Laurent Gbagbo a été bombardée. C'est pour ce combat de souveraineté-là que les institutions de la République de Côte d'Ivoire ont été bombardées. C'est pour ce combat de souveraineté que Gbagbo a été déporté à la CPI, jugé par le tribunal international. Et heureusement, parce que c'est quelqu'un qui est incorruptible, interne dans toute cette démarche, il a été déclaré agité et libéré et il a regagné son pays. Et il est toujours au devant de ce combat. Quand je dis ça pour ce combat, c'est pourquoi. Je prends un exemple. Les matières premières. Il y en a plusieurs dans d'autres pays, chaque pays a ses ressources. Chez nous, c'est le café. Chez nous, c'est le cacao. Chez nous, c'est l'anacarde. Chez nous, c'est le coton. Chez nous, c'est l'EVA. Chez nous, c'est l'ananas. Ce sont nos matières premières. Quand le président Gbagbo était là, il a estimé que pour le bonheur des paysans, ceux qui faisaient ce travail-là, ils devraient tellement lire et fixer eux-mêmes le prix de leurs matières premières pour que l'extérieur qui en a besoin puisse prendre en fonction de leur prix. Vous avez parlé du cacao spécialement. Il a même monté des planteurs dont Tapendo et autres qui partaient à chaque début de campagne en Europe pour aller négocier avec les grandes fermes le prix du cacao que eux ils étaient vendus. Donc quand ils revenaient, ils faisaient une conférence et ils fixaient aux planteurs, cette année, on va payer le cacao à 1000 francs. C'était les planteurs eux-mêmes. Ils fixaient le prix du cacao. Ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise. Ils étaient très à l'aise. Le cacao payait à 1200 francs. Mais 1 hectare, 2 hectares, vous n'aviez plus le fonctionnaire. Le BA payé à 1200, 1300 francs. 2 hectares, c'est payé de janvier jusqu'à novembre. On sautait sur le mois. Donc 11 mois, le planteur de BA il est salarié. En moyenne 800 000, 1 million, 30 000 dans sa poche, en fonction de sa superficie. Et quand les Draman nous sont arrivés et qu'ils ont dégagé le président Gbagbo, mais le VA, ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le prix, autant de Gbagbo, c'est à 1200 francs, autant de Draman, le VA, 150 francs. 150 francs. Vous voyez la différence. Le cacao, le président Gbagbo, le VA, 1100 francs. Aujourd'hui, le cacao est payé à 300 francs. Vous voyez la différence. L'anacarde, on ne paye même plus l'anacarde. Les parents du Nord, ils mettent leur anacarde ensemble, et puis ils brûlent. Parce que nous avons honte du prix qu'on vient leur fixer. Mais pourquoi? Parce que toutes nos ressources sont maintenant à la disposition des puissances extérieures contre le bonheur des Ivoiriens, contre la souveraineté du peuple ivoirien. Et c'est tout ce combat-là que nous menons et que nous continuerons de mener jusqu'à ce que le peuple ivoirien soit souverain, que la Côte d'Ivoire soit souveraine et qu'on jouisse de nos ressources nous-mêmes sans qu'on nous piétine ou sans qu'on nous combatte. Je ne parle pas du Niger, je ne parle pas du Mali, je ne parle pas de la façon. On essaie certainement, vous êtes en contact certainement, mais chacun pour sa souveraineté, parce que sans souveraineté, il n'y a pas de liberté. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Quand j'ai fini de faire cette parenthèse, je vais dire, on me demande de travailler
sur les modalités d'action pour la jeunesse panafricaine. Donc je pense que le premier travail qu'on doit faire, c'est de travailler à l'existence d'une jeunesse panafricaine. C'est un mouvement panafricain que vous dirigez. Fédéraliste panafricain. Un mouvement fédéraliste panafricain. Il nous faut travailler à l'intérieur de nos États à l'existence d'une jeunesse panafricaine. Peut-être appuyer sur vous, sur vos savoirs, sur votre culture, sur ces carissables en matière de connaissances, mais il nous faut créer, il nous faut travailler à l'existence d'une jeunesse panafricaine. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Travailler à l'existence d'une jeunesse panafricaine. Ça veut dire quoi une jeunesse panafricaine? Ça veut dire une jeunesse consciente des enjeux économiques, sociaux, culturels, politiques à l'intérieur de nos États africains. Une jeunesse dont la conscience est éveillée, mais parce que la conscience est éveillée, cette conscience prend conscience des enjeux politiques, économiques, socio-culturels dans son pays. C'est différent d'une jeunesse assoiffée d'argent, assoiffée de se faire voir, de bling-bling, assoiffée de hip-hop, une jeunesse qui a soif d'amusement et qui n'a rien à voir et qui est désintéressée complètement du pillage des ressources de son pays, ou de la malgouvernance dans son pays, ou de la corruption ambiante dans son pays. Mais il faut qu'on travaille à la prise de conscience des jeunes à l'intérieur de nos États pour que ces jeunes-là puissent s'engager totalement dans les combats que vous menez, que nos leaders mènent, que Babo doit mener. Donc il faut travailler à l'intérieur de ces jeunesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut identifier dans les pays africains des jeunes capables d'assurer et d'assumer un leadership à l'intérieur de nos États. Capable d'assumer un leadership. Et puis procéder à la mise en place d'un programme de leadership destiné à leur formation. Si on n'a pas de leaders conscients du combat que nous devons mener pour la sécurité de nos États, même pour la mutualisation de nos énergies, mais on aura des leaders à la solde des impérialistes. Donc on va changer des leaders pour les remplacer par d'autres leaders qui vont faire du travail des gens contre nous. Donc il faut à l'intérieur de chaque État. Vous voyez, dans cette salle, on parle de balai couché. C'est une mère de famille. Elle aurait dû s'asseoir chez elle et puis se contenter d'aller au travail. Et puis bon, avoir dû se faire du mois, et puis aller en boîte si elle veut s'amuser un peu, prendre ses vacances à Assimi, prendre des photos quand elle monte dans les avions, vous dites je suis en première classe. Non, mais quand elle a pris conscience qu'il y a un combat à mener à l'intérieur de son pays et dans la Côte d'Ivoire entière, c'est un don de soi. Elle va en prison, elle reçoit de la prison, elle est dans le combat. Elle n'a plus de travail, on l'a renvoyé de son travail, elle est dans le combat. Vous comprenez? C'est la première chose. Après, voici nos aînés, les Bourbaka, depuis fort longtemps, eux, ils forment les jeunes à ce leadership. Et au nombre des jeunes formés sous leur autorité, c'est tout d'abord efficace. Mais c'est une conscience éclairée du combat que notre génération a à mener devant l'efficace. Et nous sommes les élèves formés devant l'efficace. On va pouvoir identifier des jeunes comme ça, qu'on forme dans nos États. On les met en synergie, on les met ensemble, et puis on leur fait comprendre, on leur fait prendre conscience des enjeux de combat qu'on a à mener. Sinon, on va avoir une jeunesse qui va aimer plus le amour que le combat. Le amour, il va se connaître le amour. Et le amour, ce sont ces jeunes qui vont voir des marabouts, ils donnent ce qu'on va donner comme rituel à faire pour aller vite, s'enrichir vite. À d'autres même qui vont donner
tête de leur grand-père, bras de leur grand-mère, pour que le fiduciaire les rende rapidement riche. Et la Côte d'Ivoire de maintenant, c'est quand tu as l'argent qu'on te respecte. C'est quand tu as l'argent qu'on te respecte, parce que le régime actuel a fait en sorte que la lumière s'éteigne dans toutes les consciences et que l'obscurité envahisse toutes les consciences. Donc on ne court qu'à l'argent et non pas aux valeurs. Donc il nous faut identifier, multiplier les rencontres, les conférences pareilles. Merci à Faye Florentine. D'avoir invité aussi Faye. Merci Faye Florentine. D'avoir invité Faye. Mais il faut multiplier ces grandes rencontres. Il faut qu'on en fasse à Côte d'Ivoire, il faut qu'on en fasse même dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, au Mali, pour qu'on soit au même niveau d'information et de compréhension des valeurs sociologiques, économiques et autres de notre pays. Donc il faut une deuxième conférence et des échanges, et puis organiser les jeux des pays africains à l'association. Quand on a identifié, quand on a fait des rencontres, il faut organiser, il faut faire naître à l'intérieur des écarts de compensation ou des structures pour accompagner ou bien pour prendre dans le même combat. Vous comprenez un peu? Voilà. Et puis, les leaders souverainistes devront être capables de négocier. Vous, par exemple, je suppose qu'avec votre mouvement, vous avez le contact. Avec notre mouvement, nous pouvons avoir des contacts, donc négocier auprès de certaines puissances qui luttent pour la sécurité des États. Parce qu'il y a des puissances qui luttent pour la sécurité des États. Donc on peut négocier auprès de cette puissance des bourses d'études pour permettre à des jeunes d'aller se former à leur technologie, pour pouvoir mettre leur savoir-faire à la disposition de leur pays, pour aider leur pays à mieux comprendre la question de la sécurité, mais surtout la question de la prospérité liée à la sécurité. Il y a un ensemble de choses qu'on doit faire. Donc comme on a 15 minutes, je vais m'arrêter là, et puis dire que le combat de la sécurité est notre combat à tous. Il faut qu'on s'y engage honnêtement, et en copiant les valeurs de Babylone. Les valeurs de Babylone sont les l'intégrité. Tu ne peux pas être souverainiste et tu ne peux pas être intègre. Le respect n'a pas enseigné ça. D'incorruptibilité. Tu ne peux pas être souverainiste et corrompu. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu? Tu te dis souverainiste et tu es corrompu. La combativité. Tu te dis souverainiste et tu as peur d'aller au combat. Alors le souverainisme devient pour toi un slogan. Et le panafricanisme devient pour toi un slogan. Or, on peut faire des slogans. On veut aller au combat pour libérer notre pays, pour libérer notre Afrique. Je vous remercie.